Bonjour à tous, bienvenue dans l'Agora d'Aboutaf. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le facteur humain. Alors pour parler de cela, je reçois Hélène Chetting, qui est autrice, mentor de dirigeants, conférencière, enseignante en management et qui plaide pour une performance plus lucide et plus reliée. Alors dans son livre Putain de facteur humain, je me permets le terme, elle montre comment l'entreprise s'est peu à peu éloignée de ce qui fait pourtant sa matière première, les humains. Ensemble, on va questionner nos illusions et des illusions managériales, les nouveaux visages du travail et surtout comment remettre au centre la confiance, le sens et la conscience dans nos manières d'organiser le travail. Bienvenue à toi, Hélène, merci d'être avec moi. Bonjour Laure, merci de ton invitation, je suis ravie d'être là. Bon, j'espère que j'ai rien oublié dans ta présentation, mais peut-être au fil de l'eau, tu nous raconteras un petit peu ce que tu fais. Je voulais peut-être commencer par une question liminaire que je pose souvent à mes invités, c'est la crise qui impacte le plus le travail pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'elle est anthropologique, relationnelle, psychique, organisationnelle? Moi, je dirais qu'elle est multiple, en fait, elle est multifactorielle. Je dirais que c'est pour les entreprises, c'est la crise dans les crises. Alors là, dit comme ça paraît un peu sombre en introduction, mais effectivement, enfin, mais qu'à allumer, non pas forcément la télé, mais la radio, lire les journaux, on s'aperçoit que, enfin, forcément, c'est le bordel un peu partout, c'est-à-dire géopolitique, économique, social. Donc forcément, il y a ces impacts-là qui sont des impacts sociétaux, on les retrouve dans nos entreprises, dans nos organisations, dans la société de manière générale. Donc j'aime bien cette idée, moi, du mot anthropocène. Alors c'est pas un grand mot ou un gros mot anthropocène, c'est simplement en fait cette cette nouvelle ère, quasiment une nouvelle ère géologique en fait, Oui, qui tout à va fait. oui, ça c'est un mot qui est un petit peu nouveau, mais qui est très impactant parce que il nous parle ce mot de nos activités humaines qui impactent en fait l'ensemble de j'allais dire de la société et de cette justement cette nouvelle ère géologique. Et ça fait écho tout à fait à ce fameux putain de facteur humain. Alors je vais pas empiéter sur tes prochaines questions, mais Vas-y. dont parle Hubert Reeves en fait. Donc je dirais que c'est organisationnel, c'est anthropologique. Qu'est-ce que tu m'as proposé comme entrée? Anthropologique, organisationnel et qu'est-ce que tu m'avais dit? Oui, psychique. Il y a, on peut pas dire c'est à cause de ça. C'est-à-dire que notre vision doit être portée non pas sur un point, mais sur une multitude de points, ce qui rend la problématique assez complexe. Et juste de dire ça va pas à cause de ça serait tellement simpliste et édulcorerait finalement la complexité de ce que nous vivons tous au sein de nos organisations. Alors tu parles de facteurs. Il y a tout un débat sur le facteur, le terme facteur. Est-ce que c'est pas problématique déjà ou oxymorique même de dire facteur humain? Mm. Pourquoi tu as choisi ce titre autrement dit? Oui, bah, en fait, je vais être très transparente. Putain de facteur humain, je l'entends là parce que je suis une dingue de France Inter. Je pense que je suis la meilleure ambassadrice. Bien sûr, c'est vrai. Ils vont être contents parce qu'en ce moment ils sont embêtés les pauvres. Oui, oui, ouais, je sais bien, c'est un peu compliqué. En fait, la première fois que j'entends ce mot, enfin cette citation, putain de facteur humain, qui se réduit souvent en PFH, c'est dans La Terre au carré de Mathieu Mmh, Vidard sur France Inter. très bien. Et je conseille d'ailleurs à tes auditeurs de se brancher en replay ou en direct, c'est vraiment extraordinaire. Bon bref, il parle énormément d'écologie, etc. et les impacts de l'écologie dans nos sociétés, dans nos organisations, c'est passionnant. Bon bref. Et donc, c'est la première fois en 2019, j'entends putain de facteur humain dans la bouche d'Hubert Reeves. Et en fait, Hubert Reeves, c'est une expression canadienne qui explique notre capacité à être dans le déni face à pourtant une réalité qui nous pète à la gueule et qui est à un moment donné de dire qu'est-ce qu'on fait de cet écart entre ce qu'on vit et notre capacité, j'allais dire euh, pour simplifier la pensée entre guillemets, à notre capacité à faire l'autruche en fait. Qu'est-ce qui Mmh. se passe et comment on peut faire que cet écart en fait se rapproche pour enfin être dans un, j'allais dire, dans un combat, dans un militantisme, entre guillemets, qui va nous rapprocher de nos besoins fondamentaux, de notre écologie personnelle, de l'écologie
à titre plus de, j'allais te dire, l'écologie au sens premier du terme, qu'est-ce qu'on fait de notre nature et de notre planète. Et je me suis dit, le jour où j'écrirai un livre, forcément, parce que j'ai une passion pour Uber Eats, comme ça vous savez tout. Ça fait 3 fois que tu le nommes, alors je pense qu'on a compris. Bizarre, Voilà. ça. Et ben, je me suis dit, ce bouquin que je vais écrire, parce que je crois qu'en fait, ça fait 15 ans que j'écris ce bouquin, parce que je suis en obsession sur ce sujet du facteur humain, et je crois que c'est pas un gros mot, même si effectivement, d'aucuns voudraient que ce soit pas forcément bon, extraordinaire, mais j'y crois beaucoup. Et je m'étais dit, forcément, il portera ce nom-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la séquence dans laquelle nous vivons actuellement, je sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de termes policés, on parle de bienveillance et donc peut-être que ça fait du bien aussi, excusez-moi, mais d'entendre, les choses un peu cash en fait, mais le vrai cash, pas le faux cash, pour, créer, du clash pour le coup. C'est beau ce que je dis. Tu vois, voilà, je trouve que tous les livres se ressemblent en fait dès qu'on parle, de je sais pas, d'organisation, de santé mentale, bah, j'exagère peut-être, j'essentialise peut-être, mais voilà, ça fait du bien de lire ça aussi, je pense aussi et du coup, je pense que tu dois interpeller. C'est pour ça que les gens doivent te happer sur les salons en disant: «Mais merci». Voilà. Après bon, je vais faire poser une autre question qui je tire le fil de ma pensée sur, j'en ai un peu marre d'entendre toujours les mêmes, conneries, excuse-moi, hein, mais on dit souvent: «Ouais, il faut replacer l'humain», mais ça fait 20 ans que je l'entends, je travaille depuis à peu près 20 ans, donc ça fait 20 ans que je l'entends. J'ai fait du conseil avant d'être journaliste, donc je l'ai beaucoup entendu aussi, et je n'en peux plus. Et même si je sais qu'on est là, ce livre a aussi cette vocation de replacer l'humain, mais je voudrais savoir ce que ça voulait dire pour toi, parce que parfois j'ai l'impression que c'est du social washing à force de l'entendre, tu vois? Ouais, alors remettre l'humain au cœur, ah, tu sais, c'est comme, alors je vais te répondre, je vais te répondre autrement. Dans mon bouquin, je parle de la bienveillance. J'ai tout un chapitre sur la bienveillance. Je suis hyper à l'aise pour en parler parce que j'ai fait mon mémoire dessus, etc. La bienveillance décisionnelle et managériale. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait de tous ces mots qui ont été vidés de leur sens. C'est ça que tu touches du doigt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment, là encore, on incarne les discours que nous prononçons toutes et tous tous les jours. Et dans cette dynamique, c'est de se dire, OK, on rencontre tous, quelle que soit notre place dans l'organigramme, des difficultés, des épreuves, parfois même des combats. Et qu'est-ce qu'on en fait en réalité dans notre quotidien? Et comment on incarne une possibilité différente de sortir par le haut, en fait, de toutes ces difficultés? Et je crois que c'est ça, en fait, remettre l'humain au milieu au centre des organisations. C'est simplement de se dire, OK, qu'est-ce que dans mon lien à l'autre, je souhaite? Qu'est-ce que dans mon lien à ma boîte, je souhaite? Quelle est la dimension de mon engagement? Comment je vais être dans une phrase toute simple qui dit: «Je dis ce que je fais ce que je dis». Est-ce que je suis dans cette capacité-là ou pas? Et remettre l'humain au cœur des organisations, c'est pas, tu as totalement raison et j'en parle dans le bouquin, c'est justement de sortir de ce social washing où en cosmétique ou sur les murs, on mettrait des super belles images qui diraient: «Waouh, ici les collaborateurs se sentent bien, on a des barres de céréales bio et des baby-food, tout le monde est heureux». En réalité, ça cache souvent des grosses difficultés, des gros problèmes, et cetera. Donc c'est remettre l'humain dans de l'authenticité, dans une vraie proximité, se dire les choses, être dans cette capacité à être dans cette sécurité, on va peut-être l'aborder, sécurité psychologique et relationnelle. J'en parlais et je suis très contente, j'ai rencontré Isabelle Filiosa. J'aime beaucoup ses travaux. D'ailleurs, elle est plutôt sur l'éducation, c'est ça qui est amusant. Je trouvais ça Ouais, surprenant d'avoir, HR Tech en fait, ouais. Et, enfin, et grâce à toi, j'ai vu qu'elle était là-bas, j'ai fait: «Mais tiens». Mais Ouais, et du coup, on a pu échanger sur, effectivement, les jeux de pouvoir, de domination, ce qui se passait, enfin bon, mmh. c'était assez génial. Et en fait, de comprendre que à quel moment on laisse assez d'espace pour les uns et les autres d'être dans cette authenticité vraie. C'est Mmh. bizarre de dire ça, authenticité vraie. Comme une ligote en fait, c'est comme si, Oui, pléonasme plutôt, ouais, on pourrait dire, oui, ouais. c'est ça. C'est le petit nain, c'est vraiment ça. Et c'est de se dire à un moment donné, ben, arrêtons de nous cacher là où tout le monde part. Il faut que tu sois, cette fameuse injonction, hein, je démarre ma phrase par il faut que tu sois toi-même. J'en peux plus. Pas vraiment comme ça.
Si tu Par pouvais contre, toi-même, mais un peu différente, ce serait bien. mmh, mmh, Ok, tout ça c'est du bullshit quoi. En fait, c'est tout sauf remettre l'humain. Enfin, tu vois, je réponds un peu par la négative à ta question, mais remettre l'humain dans l'organisation, c'est travailler sur la notion de confiance, travailler sur la notion de respect, travailler en fait sur la base de ce qui nous lie réellement dans nos joies, dans nos problématiques et comment on fait, j'allais dire, on fait société. C'est pour ça que le livre, il a une portée euh, total. Mmh. probablement très opérationnelle et en même temps quasiment de l'ordre de l'essai dans comment on fait société aujourd'hui, Mmh. comment on travaille en réalité ensemble en 2026 avec tous ces putains de défis qu'on a à relever. Et comment on fait aujourd'hui pour que chacun puisse trouver sa place, que les organisations deviennent peut-être plus. Alors, je fais des généralités, les auditeurs qui vont nous entendre et ceux qui nous verront sont des gens forcément brillants, donc ils vont pouvoir trier. C'est-à-dire que forcément, je sais que derrière votre écran, vous allez dire, bah oui, moi, dans mon entreprise, c'est différent. Ok, là, on est d'accord, on a un temps court, je fais des généralités. Simplement pour exprimer le fait que aujourd'hui, on a des possibilités de faire autrement à condition non pas forcément que d'être sur une dynamique volontariste, mais d'être dans une dynamique beaucoup plus deep, pour les francophones, beaucoup plus profonde, de travailler finalement sur ce qui nous ennuie, ce qui nous travaille, ce qui nous tord le ventre, mais de manière beaucoup plus profonde que juste le côté magicien, j'ai une baguette, je vais vous faire sortir le lapin du chapeau grâce à une nouvelle ou une xème charte ou à un xème guide managérial. En tout cas, à titre personnel, j'y crois pas. Ça te fait sourire? J'ai tout donné, j'ai tout fait. Heu et j'en ai beaucoup parlé. Voilà, je sais, je suis aussi, coupable. C'est intéressant parce que tu parlais des putains de défis, pour reprendre, c'est le fil rouge de notre conversation, mais tu parles des défis. Ça veut dire que le travail, il a changé et je voulais savoir dans quel sens il a changé. Bon, c'est une lapalissade parce qu'évidemment, les choses changent tout le temps, par essence, mais qu'est-ce qui est différent d'avant, peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est dans une, peut-être, moins de respect de l'humain, moins de prise en considération de l'humain ou l'inverse peut-être, je sais pas, voilà, je m'interroge parce que quand on dit, on replace l'humain, mais est-ce que, on l'a jamais placé cet humain au cœur des organisations ou est-ce qu'on est allé de mal en pire, tu vois? Mmh. Je te répondrai avec les travaux de Jean Viard, que par ailleurs j'aime beaucoup, Aussi, ouais. Mmh. ouais, qui explique qu'en fait, avant, quand je dis avant, c'est après-guerre, tu vois, on est dans les années 50-60, hein, même un peu tard. Il y avait deux choses. Nous avions tous, les Français, deux choses qui nous tenaient. C'était le communisme et la religion. Mmh. Ok. Aujourd'hui, le communisme, il explique très bien, le communisme et la religion ne sont plus centraux dans ce qui nous porte dans le quotidien. Aujourd'hui, le communisme et la religion ont été déplacés finalement. Le cœur de notre quotidien, c'est l'entreprise. On y passe beaucoup plus de temps. Je vais être dans un poncif. On passe plus de temps avec nos collègues, nos collaborateurs qu'avec même notre famille et nos enfants. Donc, il y a eu un déplacement, si tu veux, je te répondrai comme ça. Il y a eu un déplacement j'allais dire, dans les intérêts. Donc, le Mmh. changement démarre pour moi par là, dans l'intérêt que nous portons à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a déplacé le curseur et donc on est plus focus à savoir, ben, on parle toujours du sens, etc. Mais oui, qu'est-ce qu'on fait dans nos boîtes? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on le fait? Quel engagement on a? Quelles valeurs on porte, etc. Puisque nous ne sommes plus, depuis je dirais 25-30 ans, portés par ces idéaux-là. Alors, je dis pas bien ou mal, je suis pas là-dedans de Oui, savoir. enfin, c'est des croyances collectives ou des institutions collectives qui nous tenaient en fait, entre guillemets, donc effectivement, il y a peut-être une focale sur le travail, pour remplir un j'en parlais dans un autre épisode, pas de vide existentiel, mais quasi en fait, parce qu'on attend beaucoup du travail en fait Oui, aujourd'hui, de sens, et peut-être qu'on d'ailleurs on lui a fait porter un manteau trop grand à ce à ce travail. C'est peut-être pour ça qu'on est très déçus. Heu, et c'est ce que nous amènent les jeunes. Enfin, les jeunes. Déjà, quand on dit les jeunes, c'est qu'on est très vieux.
Ah oui, bah, voilà, il faut se le dire, hein, Non, Hélène. ça va pas du tout. Bon, On bravo. n'est pas des ah si, on est des milléniums peut-être, je sais plus. Ouais, Je ne donnerai pas mon âge, bien évidemment, pourquoi par pas. respect pour ton auditoire. Non, mais Les non, Z mais et les alphas sont voilà, tu parles de d'eux plutôt en général. oui, c'est ça. Et en fait, c'est eux. Et je dis souvent, je le dis en conférence, je l'ai dit longtemps en amphithéâtre, c'est et si en fait ils avaient raison. En fait, c'est-à-dire de déplacer notre focus, notre regard sur le travail. Et si en fait, il n'y avait pas que ça. Alors, j'ai parlé pour les plus de 45 ans, donc je donne déjà des petites infos sur mon âge. On fait des la segmentation quand on s'adresse aux gens. Bon, bref, voilà. Alors là, je m'adresse à vous. En fait, je, je, je- je vais donner mon exemple, pas pour parler de moi, mais pour donner du champ à nos auditeurs. C'est de se dire que je fais cette hypothèse et en même temps, je la fais par expérience. Pour les plus de 45 ans, on nous a appris à être dévoués à notre entreprise, à travailler énormément, à être engagés, à faire des carrières longues dans l'entreprise. Changer tous les 2 ans était mal vu. Il fallait rester 15, 20 ans dans la même boîte, trouver ce qu'on appelle dans le Sud un petit plaçou, c'est-à-dire rester dans cette entreprise, Oui, je sais pas. parce que tu connais pas, parce Non. que ça c'est pour les sudistes, parce qu'en fait, il y avait cette dimension d'appartenance, en fait. Ah oui, d'accord. OK. Et on recrée à nouveau du groupe, tu vois? Il y a quelque chose qui se Mmh. refait là. Et là, les moins de 25 ans viennent éclater toutes nos certitudes qui pouvaient, écoutez bien, devenir des servitudes. Nos certitudes ont pu longtemps ou ont pu être des servitudes. Et aujourd'hui, en réalité, l'ensemble de ces jeunes viennent déconstruire, tu parlais d'égrégore tout à l'heure, tu parlais de conscience collective, détruire en fait ces consciences collectives de le surinvestissement, etc. Nous, les plus de 45 ans, on est là, ouais, les jeunes, ils veulent plus travailler, ils veulent plus rien faire, c'est archi faux. Seulement, ils placent, et c'est là où ça devient intéressant, ils placent le travail à un autre endroit. Et peut-être que j'ai envie de dire, sans nous opposer les uns les autres, puisque l'idée c'est quand même de faire société autour d'un projet commun, mais simplement de dire, en fait, si leur vision du monde pouvait interpeller notre fonctionnement à nous, plus de 45 ans. Et si finalement on pouvait réinterroger le travail dans ce qu'il est profondément et dans notre rapport au travail. Ce qui veut dire qu'on re-questionne l'intégralité et c'est là où on va beaucoup plus loin et on est dans une forme d'expertise profonde du sujet, de se dire, ben, en fait, on re-questionne pas juste l'élément managérial, l'élément des nouvelles organisations, mais l'élément beaucoup plus grand de qu'est-ce qu'on fait dans la société et quel rapport on a au travail en 2026. C'est intéressant parce que, tu vois, ça revient à la notion d'engagement. Parce que c'est intéressant parce que tu dis, bon, bah voilà, on déplace peut-être le travail, ça veut pas dire que c'est moins important, mais on n'y attend pas la même chose. Et on n'a jamais autant parlé d'engagement. Et c'est comme si on utilisait les méthodes d'avant, tu vois, pour engager. Donc peut-être qu'on va parler de l'intrinsèque versus extrinsèque en termes d'engagement, ça peut être intéressant. Mais qu'est-ce que tu penses en fait de cette notion d'engagement? Est-ce qu'elle n'est pas du coup dépassée ou alors mal utilisée peut-être? Je sais pas, parce que ce que tu me dis, c'est que non, bah, en fait, les jeunes, sont autant motivés, mais c'est juste que peut-être que les modalités du travail, le travail la manière dont on en parle, la manière dont il est fait, ne correspond pas, bah, aux attentes alors des jeunes, mais pas que des jeunes, hein, d'ailleurs à mon avis, peut-être qu'on en a tous marre, hein, par ailleurs. La notion d'engagement, si tu veux, pour moi, ce sont des mots qui pour autant ont un sens fondamental, très fort, très puissant, et qui pour autant, comme le mot de bienveillance, comme tous ces mots-là, et qui ont été vidés, en fait. Est-ce qu'on peut être... Alors, je pose une question, je te pose la question, je me pose la question, et je pose la question à nos auditeurs, c'est finalement, est-ce qu'on peut être engagé pour une boîte? Est-ce qu'on peut être or est-ce qu'on peut, parce qu'on est salarié, être enga et ça veut dire quoi être engagé? Ça veut dire, Mmh. tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, être piqué, repiqué à la culture de la boîte, c'est-à-dire être
Alors attention aux oreilles chastes, hein. Être piqué comme un bon petit soldat avec les doigts sur la couture du pantalon en disant amen et oui à tout, est-ce que c'est ça être engagé? Ou est-ce que être engagé, c'est questionner les modèles que l'on vit dans le quotidien et s'interroger sur ce que l'on vit? Alors moi, je pencherais plutôt vers ça en disant oui, la notion d'engagement, elle est à réinvestir à, dans cette forme de questionnement, d'interrogation, de se dire qu'est-ce que je fous là? Mmh, Ouais, ok, qu'est-ce que je fous là? Et là, on n'est plus dans une dynamique managériale, mais une dynamique quasiment philosophique, une exactement. réflexion profonde pour soi-même, pour sa propre place et puis pour ce que l'on veut aussi pour les autres, si tant est que l'on soit manager, dirigeant, etc. Donc, Mmh. tu vois, la notion d'engagement aujourd'hui, je vais te dire qu'il y a autant d'engagement qu'il y a de salariés et qu'il y a de collaborateurs. Et tu vois ce que je veux dire? Elle est Mmh. à la fois personnelle et universelle. Je ne sais pas si tu entends ça. C'est-à-dire que c'est personnel parce que je fais l'hypothèse que toi, moi, les gens qui vont nous écouter aujourd'hui ont chacun finalement une propre définition de l'engagement. Puis elle évolue, quand même avec le temps, beaucoup, aussi, je trouve, qu'on n'a pas les mêmes priorités, que l'on ait 20 ans, ou 35, enfin, on le sait maintenant, d'ailleurs l'engagement est beaucoup lié aussi ce qu'on appelle aux périodes de vie, au cycle de vie et même si ça on peut comment dire? On peut avoir un engagement profond qui sous-tend, notre existence, mais et donc notre rapport au travail aussi. Mais je pense que ça évolue en tout cas. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a un macro-engagement et qu'il y a des micro-engagements qui évoluent avec le temps. Oui, Peut-être qu'on pourrait dire ça. je partage tout à fait ton point de vue et il y a et alors bon, je vais faire hurler les hommes, mais c'est pas grave, j'assume tout ce que je dis, c'est tant pis. C'est n'importe quoi. Segmentation. Alors maintenant, Segmentation, donc voilà, me revoilà. Il y a pour abonder dans ton sens, de mon point de vue, et il faudra qu'effectivement on ait du feedback des auditeurs qui peut-être, viendront me dire: «Non, c'est pas vrai, là tu genres tes propos». Non, en fait, ouais, j'assume tout. C'est que ce que tu partages est très juste, d'autant plus quand il y a des vrais virages dans la vie d'une femme. on les connaît, ouais, ouais, On les connaît et effectivement, bah, oui, ça se déplace automatiquement à partir du moment où les femmes ont des enfants. exactement. Mmh, Et là, ça décroche et effectivement, et pour moi, c'est l'exemple même de ce qui doit et ce qui est en train de se faire avec les congés parentaux qui sont plus des. Mais je pense qu'il y a un mouvement de oui, fond oui, bien sûr. Mmh, intéressant, qui permet aussi, parce qu'on parle de l'engagement, hein, c'est le sujet qui nous tient à cet endroit-là, c'est que aussi, tant qu'il y a cette mécanique et ce décrochage, ben, l'engagement est effectivement plus difficile. Et en même temps, c'est de se dire, bah oui, dès qu'on a des enfants, bah, le focus se fait et se fait un peu différemment. Et ça, il faut l'entendre. Et quand on est une femme, il est très difficile de modéliser sur l'énergie des hommes parce que c'est faux. Alors, j'assume ça aussi et c'est impulsif. Quand les enfants sont malades, c'est ce qu'on appelle, bah, c'est maman. Et voilà. Et c'est maman. Et c'est pas encore papa. Et donc, ouais. il y a cette vérité comme ça de cette notion d'engagement où tant qu'on en est encore un peu là, Oui, mais pour moi, c'est sociétal. Enfin, après, mais après, j'en avais parlé dans un autre podcast. Je trouve que quand même les congés de naissance, on peut en rire en disant c'est pas fondamental. Je trouve que quand même l'implication dès la naissance du papa pendant un certain temps crée cette notion d'attachement et la répartition des tâches se joue là. Moi, j'ai vécu, je raconte mes campagnes, mais j'ai vécu le congé parental de 10 jours versus le congé parental d'un mois et voire 2 mois parce que mon conjoint est dans une entreprise qui le permet. Eh bien, rien à voir en fait, parce que l'implication tout de suite, il y a une répartition, parce que après c'est aussi des choix, bon, je vais rentrer dans le détail, allaitement, pas allaitement, enfin il y a plein de choses qui jouent, mais effectivement ça se joue à des dans cette répartition des tâches et cette implication et après on appellera, c'est comme ça qu'on commence à appeler les papas plutôt que les mamans en fait et c'est parce que c'est une question d'habitude, hein, voilà, c'est une habitude, c'est des voilà, c'est et ça pour changer, c'est ce qu'il y a de plus long donc mais je pense qu'on est dans le bon sens en ce moment, on va dans le bon sens. et c'est Mmh. la raison pour laquelle je reboucle pour terminer là-dessus, qu'il y a autant de notions d'engagement qu'il y a de personnes. Parce qu'en Exactement. fonction de ton âge, de ton genre, de tes responsabilités, c'est complètement différent. Et c'est d'autant plus complexe pour, je trouve aujourd'hui, parce que si on prend ça en compte et c'est tant mieux,
c'est comment tu adresses ça au niveau du management. Donc je fais une superbe transition avec le reste de mes questions, avec le management, avec la RH, parce que c'est compliqué, ça reste quand même complexe d'adresser, tous ces personas quelque part aussi, dans l'entreprise, quoi. Donc peut-être pour introduire donc j'aimerais bien faire une petite séquence là sur le management. Mmh. Tu différencies management et leadership, quelle différence tu fais toi? Tu en parles à un moment donné dans le livre. Ouais, ouais. Pour moi, le management, il est vraiment, si tu veux, sur cette dimension très opérationnelle. C'est qu'est-ce que je fais dans le quotidien. Le leadership, pour moi, c'est un état d'être. Un état d'être, et pour être dans un état d'être de leader, ce n'est pas un lien, j'insiste, c'est très important. Il n'y a pas de corrélation avec le niveau de responsabilité dans l'entreprise. Le leadership, il est en lien avec, j'allais dire, plutôt, alors ça c'est le grand mot, c'est les soft skills. Ah non, Non mais pitié. tu m'auras tout fait là. Non, mais parce que tu vois, je suis là pour débunker toutes les merdes. Il y a un moment donné, bon, alors donc, J'en parlais aussi, j'en peux plus des soft skills. j'en peux plus de ça, c'est stop, arrêtez de nous bassiner avec ça. Donc, c'est très en lien, et c'est pour ça que je parle d'être, en lien avec la personnalité, en lien avec qui on est profondément. Et je répète, le leadership n'est pas en corrélation avec le niveau de responsabilité dans la boîte. On peut très bien avoir énormément de leadership en étant assistant de direction. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. C'est vraiment, je répète, le leadership est un état d'être versus le management qui est beaucoup plus opérationnel dans la technicité du Ouais, c'est quotidien. un c'est un grade aussi d'ailleurs, enfin je veux dire le management généralement c'est un grade en fait. Ça reste, aujourd'hui, Alors là, pareil. tu m'ouvres un truc, là, Non mais je sais, on je est sais, parti je sais sur que c'est quelque le chose. grand sujet, c'est que le management aujourd'hui est une évolution et non pas une compétence ou en tout cas, Ouais, c'est le grand sujet, mais en tout cas en France, ça reste quand même un vrai sujet. Mais c'est intéressant quand même cette différence entre le leadership et effectivement on peut tous avoir du leadership, mais du coup ça effectivement sur les trajectoires managériales, c'est intéressant parce qu'on parle de plus en plus, tu vois, alors moi aussi on en parle de plus en plus, je dis ça, je m'écoute, je me dis: «Ça fait 20 ans que je l'entends», des trajectoires d'expertise aussi, tu sais, pour essayer d'arrêter avec, le management comme une récompense, hiérarchique, parce que ça fait 20 ans que tu es là et enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça d'ailleurs? Est-ce que tu y crois? Tu vois des choses, des trajectoires un peu différentes pour sortir de ces modèles de récompense quelque part managériale? mais on est toujours, j'avais fait un post là récemment sur LinkedIn là-dessus, c'est-à-dire de voir qu'en fait, on est toujours dans la mécanique du manager pour la promotion, pour Ouais. avoir les 500 balles en plus, pour avoir le. Mais c'est de la merde. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Coff, tu vois ou pas? Tu te souviens de Jean-Pierre Coff Ah, avec. on pas passe de France Inter à TF1 là, je Non, Jean-Pierre Coff, il était sur Canal, tu te souviens ah pas? il est ouais, Oui, en même temps, je l'aimais beaucoup ce monsieur. Il tu était vois, grande gueule, avec une grosse j'adorais. louloute et qui Ouais, bah, bien il sûr. prenait la bouffe, tu sais, la bouffe industrielle, il disait: «C'est de la Ah merde!» ouais, 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 bah, il a fini par faire des pubs pour, je crois d'ailleurs, le pauvre. Oui, c'est vrai, Bon comme bref, quoi c'est une autre histoire. l'humain est plein de paradoxes. Ah, c'est ça, Bon, c'est la beauté de la chose. oui, c'est ça. Alors donc j'ai perdu le fil avec Jean-Pierre Coff. On parlait de je te demandais si aujourd'hui tu voyais des Oui, trajectoires un petit peu, différentes de l'évolution ou de la promotion, comment dire? Par galon en fait, ou par récompense en fait, parce que tu es là depuis, 20 ans, 15 ans ou même 5 ans, tu oui, étais automatiquement manager, quoi. ouais, c'est ça, et en réalité, j'observe en fait toujours ça dans les entreprises. Parce Mmh. que je fais quand même du conseil, en stratégie RH et en management, et dans certaines boîtes, on est encore là-dessus. C'est-à-dire, si tu es un bon petit soldat, que tu as rempli toutes tes petites cases, que tu es bien corporate, eh ben, comme tu es un bon soldat, ça te fait marrer, on te fera monter. On te fera monter parce que tu es un bon petit soldat. Mais c'est pas Mmh. possible. Et donc, tu as peut-être, comment s'appelle-t-il? Antoine, qui est un mec super, et pour autant, il remplit peut-être pas toutes les cases. Je répondais à ça, tiens, ce week-end dans un post LinkedIn. À un moment donné, c'est de se dire, OK, est-ce que véritablement, parce que tu sais, alors oui, le truc, c'est que je finis jamais mes phrases. En fait, la majorité des boîtes veulent des gens qui pensent out of the box, qui sont des hyper créatifs, tu vois. Oui, ils veulent, mais en Alors, vrai, là, on en vient, et c'est là le cœur du sujet. Mais dans la réalité, tout le monde en rêve, hein.
les RH, les dirigeants, les managers de manière générale, plutôt top manager. Ouais, on veut des personnes qui soient vraiment, qui puissent pousser le système, qui puissent être des leaders de notre propre politique. Et là, moi, j'ai la flûte derrière parce que la vérité, c'est qu'il y a un entre-soi, tu Ouais. vois, et Bien que sûr. on recrute par principe, Miroir, ouais. oui, oui, de similitude, de profil, d'études, et on est encore là-dedans, tu vois, et on nous bassine sur est-ce que vous pensez que les experts techniques pourraient gagner un peu plus d'argent? Ben, ma réponse, c'est oui, et d'arrêter de promouvoir, c'est correct comme verbe, de Bravo. promouvoir au job de manager des personnes qui pourraient, en fait, des Antoine, qui pourraient être des experts, des techniciens de leur secteur. Ouais, généralement, ils aiment ça, enfin, tu vois? Enfin, quand tu te poses la question, il y a pas tant que ça qui veulent devenir manager, mais par automatisme, limite, et aussi c'est Thierry Barnes qui parle de ça, la loyauté, non, l'honneur, la logique d'honneur, où on a envie, tu vois, de suivre des trajectoires, jette pas la pierre, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Et Antoine se retrouve manager, malgré lui. Et Mmh. alors, pour peu qu'Antoine soit promu de l'interne, tu sais, que ce soit qui soit au départ juste le collègue et qui devienne le N+1 de ses anciens collègues. Alors là, c'est pour le pire et le meilleur. Et peut-être que Antoine, en fait, est pas du tout bon, en fait, dans son job de manager. Donc, il faut arrêter tout ça. Il y a un moment donné, tu vois, non, manager, c'est pas une promotion. Manager, c'est beaucoup d'emmerde pour avoir été manager quand même pendant 15 ans. Manager, c'est beaucoup d'emmerde, c'est de grandes joies aussi. Mais il faut être en capacité d'avoir du courage, d'avoir du leadership. Il faut beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on le voit, tu as plein de gens qui veulent plus devenir manager. Exactement, beaucoup, Donc, notamment dans la jeune génération. Mmh. mais oui, bien évidemment. Manager, Là, pourquoi? j'ai un chiffre intéressant qui va peut-être te parler, les de Great Place to Work, qui chaque année, ils font une étude, une enquête sur 4 000 salariés français, donc toutes boîtes, hein, c'est pas leur boîte, cliente. Et là, il y a un chiffre qui est sorti, c'est que 55 des Français veulent, comment dire? Gagner en responsabilité, Mmh, mais 35 seulement veulent devenir manager. Donc tu vois comme quoi c'est la symbolique qui est intéressante. C'est-à-dire que, oui, je veux de la responsabilité, mais bon, le management, c'est un peu relou, quoi. Donc c'est intéressant. Je trouve qu'il y a toujours cette envie de peut-être de pouvoir, ouais, de prendre plus la part aux décisions, mais pas forcément de porter, ouais, les galons, de manager parce que c'est des emmerdes, comme tu dis si bien, mmh. pour reprendre ton vocabulaire. Mmh. Ouais, et puis il y a un fantasme, en fait, encore maintenant, qui est réel du, manager, tu en parles très bien, qui est dans l'aspect décisionnel. Sauf Mmh. que pas toujours. Ça dépend, si tu es dans le middle management, dans le top Oui, management, c'est ça ça. dépend de la culture de la boîte, ça Mmh. dépend du nombre de collaborateurs que tu as à bosser avec toi. Enfin, tu vois, il y a plein d'enjeux, et et mmh et je crois que c'est un vrai métier. Non, mais je plaisante pas, c'est-à-dire que c'est Et moi, je suis sûre. Enfin, en tout cas, ça devrait être un vrai métier. C'est qu'aujourd'hui, soit c'est des experts qui montent, mais qui sont mal formés ou vite formés. Enfin, on le voit, il y a plein d'écueils, en fait, ou pas formé. en tout cas, moi, je suis pas dans les boîtes, mais genre, pour les interviews que je fais là-dessus, je sais qu'il y a voilà, il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui sur, bon, OK, on voit il y a eu un rapport Gaz, hein, tu sais, sur le management à la française, qui prouvait plein de points, négatifs, et notamment, voilà, sur la hiérarchie, sur le manque de décision, le manque d'autonomie. Enfin, ça crée des drames, en fait. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Après, est-ce qu'on est en train de bouger? Je ne sais pas. Il y a juste une question que je vais te poser, qui m'intéressait beaucoup, c'est sur les profils de leaders dont tu as parlé dans le livre. Oui. D'ailleurs, tu en proposes un quatrième aussi. Est-ce que Mmh. tu pourrais revenir dessus? Donc il y a le conscient, l'engagé, l'analytique/intuitif, et il y en a un quatrième, qui est équilibré, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce que peut-être, revenir sur ces typologies, pourquoi, et l'expliquer aussi? Je suis hyper, merci pour ta question. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ce que j'ai observé, depuis 15 ans quand même sur le terrain, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait entre guillemets «un bon leader?» Enfin, ça veut rien dire, mais enfin si, ça va introduire ma pensée. C'est de comprendre, et je viendrai au leader «équilibré» entre guillemets. On a, hem,
Le système académique français, je suis très à l'aise pour en parler. J'y ai travaillé pendant 15 ans, donc je suis hyper à l'aise pour en parler. Hem, dans le post-bac, veut alors je fais des généralités parce que je sais que voilà, donc je le redis, je le répète, vous allez trier l'information. Le système académique français veut des managers qui rentrent dans des cases, qu'on a formés solidement à réfléchir avec des tableaux Excel, de la rentabilité, du retour sur investissement, ce qu'on appelle des KPI, voilà, avec une multitude, pléthore d'indicateurs, de métriques. Pourquoi? Parce qu'on est dans une mécanique plutôt rationnelle, cartésienne, où l'on veut voir immédiatement l'euro investi, combien on va récupérer. Et ça, on veut l'appliquer pour tout. Sur la politique des achats, sur notre stratégie marketing et sur la dimension des ressources humaines. Alors, ce qui est valable en marketing ou dans les achats, pourquoi pas? Un euro investi, combien ça nous... Dans l'humain, alors je veux bien que certains se disent directeur des richesses humaines. Je veux Très bien. beau. Très, très beau. Très, très J'en ai vu récemment d'ailleurs encore. Je me suis dit: «Non, c'est has been. Ah non, non, ça existe encore». merci. Mmh. Voilà, des richesses humaines. Alors, bon, je ne polémiquerai pas. C'est juste à un moment de dire, puisque c'est mon bouquin, à un moment donné, on va parler vrai pour agir juste. Hein. On va essayer de faire des choses à peu près intelligentes et de former des leaders qui puissent à la fois être analytiques, parce qu'on a besoin de cette dimension analytique, et on a besoin aussi, alors attention, vous êtes prêts à entendre tout ça, cette dimension d'intuition. Mmh. J'ai 2 noms en tête qui me viennent tout de suite. Je pense à Hubert Joly, qui a été un grand manager pour lequel j'ai beaucoup d'admiration dans son parcours, qui a écrit «L'entreprise est une affaire de cœur». Il a écrit un très bon bouquin, je vous invite à le lire, et D'accord. qui évoque en fait toute cette dimension. Il ose parler de cette dimension de proximité avec l'humain, de cette dimension en lien avec ses intuitions et comment il a piloté ses entreprises, à la fois avec cette analyse, cette dimension très cartésienne, des chiffres, des tableaux Excel et de la rentabilité, et puis de cette dimension intuitive. Alors, et le deuxième nom que je veux donner, parce que sinon je vais oublier, c'est une femme que j'aime beaucoup et j'admire beaucoup son parcours, c'est Danielle Henkel, qui aujourd'hui est au Sénat, je crois, à Québec, qui est canadienne. Je travaille beaucoup avec les Canadiens. Et Danielle Henkel, qui est une entreprise très connue de cosmétiques au Canada, qui a écrit un autre bouquin qui s'appelle «L'intuition est un pouvoir», etc. Et qui aujourd'hui a une boîte qui fait des millions de dollars canadiens. Et elle explique en fait très très bien dans ce bouquin comment elle a pu manager ses entreprises, leader ses entreprises grâce à l'intuition. Et en fait, ce leader équilibré, c'est celui qui est à la fois dans cette dimension analytique, très cartésienne, et cette dimension intuitive. Alors, l'intuition, on n'est pas dans cette dimension. Alors, l'intuition, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est cette sensation que vous avez quand vous rencontrez quelqu'un de dire: «Ah, cette personne, elle a l'air super sympa». C'est lorsque vous rentrez, vous achetez un bien, tiens, vous achetez un bien ou vous louez un bien. Et «Ah, cette baraque, elle a l'air sympa» ou «Cet appartement, ah, je m'y sentirais bien». C'est juste ça l'intuition, hein. C'est ce que, Einstein appelle la fulgurance de l'esprit. C'est-à-dire ce truc qui vous arrive comme ça, qui dit: «Ah, tiens, ça c'est chouette à cet endroit-là». Point, c'est pas plus que ça. Je vais aller plus loin. Dans cette intuition, pour moi, comme une poupée russe, il y a la dimension du cœur, dont parle Hubert Joly très bien, et puis il y a cette dimension de spiritualité, hors des dogmes. Hors des dogmes, entendez bien, hein, on n'est pas dans Ouais. la religion, hein. Non, non, mais Mmh. c'est important de le préciser parce que sinon certains vont défaillir derrière l'ordinateur. C'est de dire à un moment donné, ok, je suis dans cette capacité à prendre en considération le mot même de spiritualité dans ce qu'il est dans son acception première, c'est-à-dire la recherche du sens. Mmh.
du sens dans ce que l'on choisit, du sens dans ce que l'on fait. Et simplement, ce leader éclairé, il est à la fois donc analytique, intuitif, et cette dimension aussi de spiritualité et d'ouverture finalement à quelque chose qui est plus grand que nous. Je cherche depuis tout à l'heure, en même temps que je te parle, euh, de cet homme dont je parle dans le bouquin, et son nom ne me revient pas. Dis-moi qui Qui s'est c'est fait comme ça virer, bouquin, je peux t'aider. oui, oui, qui s'est fait virer comme un malpropre de chez Danone, que j'aime Ah beaucoup. oui, Faber, Ah ben, Faber. voilà. Mmh. Pour moi, c'est l'archétype même du leader équilibré. Ça se sent dans les. Je vous invite à regarder son parcours, à regarder. Le discours à HEC, quand il parle de son frère, est très connu d'ailleurs. Oui, 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 son discours à HEC et les choix même qu'il a fait en fait. Mmh. Et pour moi, c'est typiquement le profil, j'allais dire, parfait de ce leader équilibré. J'ai une question, peut-être une avant-dernière, parce que je vois que le temps file, c'est, j'aime bien finir, les épisodes avec, des comment dire? Des pas des tips, parce que ça ferait vraiment, là je finis par par un truc qui Et nous fait rire. tips pour manager demain. Non, non, mais en gros, demain, je veux replacer l'humain, au cœur, de mon équipe, voilà, se mettre au niveau de l'équipe, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est vrai que tu as beaucoup parlé de la CNV, la communication non violente, dans ton bouquin et tu l'appelles sans chichi. Alors moi j'aime bien parce que quand je lis communication non violente, je me dis: «Oh là, encore un truc» qui est connu, hein, mais souvent je l'entends, je la lis beaucoup et en fait, bon, je pense que ça peut faire, peur à pas mal de gens, parce que c'est complexe, parce que, voilà, on n'a pas envie. Néanmoins, je trouve que dans ton livre, tu proposes plusieurs outils pour le mettre en place, notamment au niveau, alors collectif et au niveau collectif et au niveau, individuel. Je prends un exemple, tu parles des réunions de bilan émotionnel, la qui permettent vraiment de voir comment on a vécu un projet. Je parle pas des post-mortem, hein, où on dit: «Ah ça c'est bien, c'est pas bien», on est encore dans le KPI et la performance. Là, on est vraiment sur le vécu émotionnel. Je pense que ça, c'est un outil hyper intéressant. Alors j'ai pris cet exemple parce que moi, ça m'avait interpellée. Peut-être que tu peux effectivement en parler et peut-être qu'il y en a un autre que tu as envie de nous faire part. Alors, le bilan émotionnel, bah, je peux rester là-dessus, c'est super intéressant. Le bilan émotionnel, c'est un outil extrêmement pratico-pratique, pardon, qui va permettre au manager de faire un point, comme tu le dis très bien, hors des KPI en français, des métriques, etc., qui donnent une information, mais qui donnent pas forcément, j'allais dire, le thermomètre de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Le bilan émotionnel, et avant de rentrer dans le bilan émotionnel, j'aimerais pouvoir dire que pour cela, il faut avoir mis en place en amont deux choses qui me semblent fondamentales. C'est être dans la confiance. Alors comment on est dans la confiance? Ben, c'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que pour ça, pardon, c'est une injonction. Il y a une nécessité impérieuse quand on est manager de se montrer sous son vrai visage comme on est, avec l'ensemble de qui l'on est dans sa personne, et pas et pas jouer le jeu de ce que Jung appelle les masques en fait. Mmh. De travailler en fait au-delà de ces masques, mais pour ça, ça demande un effort énorme, je le sais. Donc c'est cette notion de confiance dans le lien. C'est-à-dire que il n'y a plus, on est sur quelque, c'est-à-dire qu'il y a même plus de notion de hiérarchie. Alors ça va en faire bondir certains, ceux qui aiment les précarés et les triangles dans la méthode de la pyramide managériale. Je crois beaucoup à cette transversalité des rapports humains. Et en fait, où en fait on n'est plus dans une mécanique de hiérarchie, mais dans une mécanique de coopération. Et déjà à cet endroit-là, on place quelque chose de différent dans la relation. Donc de réfléchir à cette notion de confiance. Est-ce que dans mon lien à l'autre, est-ce que dans mon entreprise, dans mon service, est-ce que j'ai su bâtir la confiance au sein de ce service, au sein de ma boîte? Oui, non, et en fonction de ça, on avance vers qu'est-ce que je veux pour moi et dans mon rapport à l'autre. Et puis la deuxième chose qui est inhérente à la confiance, c'est la dimension, j'insiste, on en parle aussi beaucoup actuellement, mais je la crois fondamentale pour l'avoir expérimentée, c'est cette dimension de sécurité psychologique et de cette sécurité relationnelle. Elle est fondamentale. Parce que comment tu veux parler du bilan émotionnel
quand en amont, on n'a pas déjà ces 2 éléments-là qui me semblent fondamentaux. Donc cette dimension de sécurité psychologique et relationnelle qui va permettre à chacun de parler vrai, de pouvoir avoir cette safe place, cette place sécurisée pour pouvoir échanger de manière d'égal à égal et de manière honnête, le plus honnête possible. Alors vous allez me dire, ouais, mais elle est vraiment dans un monde... Non, je vous assure, hein, aujourd'hui, dans un monde idéal, je finis ma phrase, je vous assure que non, aujourd'hui, je travaille avec des entreprises qui sont en train de mettre, et c'est la bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent, de mettre en place des nouveaux systèmes relationnels, des nouveaux systèmes de management qui vont permettre, alors c'est long, on va pas se mentir, c'est long, on passe pas d'alpha à bêta ou de alpha à oméga comme ça, c'est effectivement une mécanique lente d'un double mouvement entre l'individu, le collectif, je dirais même d'un triple mouvement de l'individu, du collectif et de l'organisation qui est une troisième entité. Donc j'en suis à confiance, sécurité relationnelle et psychologique, c'est-à-dire cette safe place qui permet de s'exprimer, de dire les choses de manière très sécure et de manière de la manière la plus authentique possible, qui va nous permettre d'avoir un outil comme le bilan émotionnel, qui est en fait un bilan qui peut être mensuel, typiquement, de OK, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? Qu'est-ce que tu rencontres comme joie? Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui d'avancer? Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans le projet, t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer au-delà même de l'aspect technique, juste dans l'aspect de qui tu es profondément. Donc ça va bien plus loin que juste se dire ouais, ça va ce matin la machine à café, ou d'ailleurs tout le monde se fout de savoir réellement comment va l'autre. En revanche, il faut bien être présente à la réunion de 10h30 pour prendre en note les éléments qui ont été dits déjà 20 fois. Bon, je ferme la Et parenthèse. juste, pardon, je pense, ce bilan émotionnel, est-ce qu'on est en one to one? Je me souviens plus ce que tu avais mis Alors en en liste. fait, oui, alors il y a 2 choses. Il y a 2 entrées. On peut le faire effectivement en one to one, et d'ailleurs au démarrage, moi je le conseille parce qu'on D'accord. n'a pas bâti une vraie confiance et de vraie sécurité psychologique avec, une vraie sécurité relationnelle avec l'autre, c'est difficile finalement de le faire en collectif. Et pour ça, il faut, et c'est là où je dis manager, c'est un vrai métier. Ça demande d'avoir bossé sur soi profondément quand on est manager pour pouvoir s'autoriser soi manager et autoriser l'autre à faire du feedback qui soit pas forcément hyper sympa et de pouvoir entendre Ouais. euh, ce qui ne se dit pas dans le silence, Mmh. de pouvoir Ah voir merci. de Ouais. pouvoir voir ce qui ne se voit pas. Donc, c'est toute une mécanique dans les jeux relationnels j'allais dire, de pouvoir être dans une, j'aime pas ce mot de lâcher prise, ça veut rien dire, dans une forme d'expansion de soi Ouais, je au-delà comprends. de qui l'on est. C'est ça. Mmh. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, pour toi, parce que dans ton livre, je vais le montrer parce que j'ai même pas montré. On le voit à l'envers, c'est quand même dommage, mais il est magnifique d'ailleurs. J'aime Merci. beaucoup ce bleu. Tu as beaucoup mentionné d'auteurs. Je pense que tu aimes bien la philo. Tu utilises d'ailleurs beaucoup la maïotique. À la fin de chaque chapitre, il y a une maïotique de questionnement managérial. Bon, d'ailleurs, pas que managérial, hein, je pense que c'est pour tous les collaborateurs. Est-ce que si tu devais citer un auteur, allez deux si tu veux, qui t'a le plus inspiré pour ce livre, ça serait quoi? Alors, j'ai compris Hubert Reeves, mais peut-être que j'ai vu que tu avais beaucoup cité François Julien. Ouais. Est-ce que ça peut être lui, mais ouais, je veux pas t'influencer. Je l'aime beaucoup, mais c'est sûr que moi j'aime beaucoup. Je suis très stoïcienne dans l'âme, profondément. Tu l'avais peut-être deviné. Ouais, voilà. Bon, il y a pas de surprise, quoi. Alors je le suis aussi, donc voilà, je comprends tout à fait, notamment le lien aux émotions, à ce qui est important, pas important, enfin c'est Ouais, magnifique, hein, le stoïcisme, hein, c'est ouais, et ah oui. voilà, Sénèque, Marc Aurèle, voilà, sont des auteurs qui me portent, et de comprendre que le travail sur soi va obligatoirement en fait rayonner, résonner sur les autres dans le quotidien, et quel qu'il soit, personnel, professionnel. Donc il y a cette dimension du plus grand que soi dans le stoïcisme, moi, qui m'impacte sur cette mécanique de gratitude, d'être en joie des petits riens, qui moi me nourrit beaucoup. Et puis après, moi, il y a des auteurs que j'aime beaucoup. Je pense à Christian Bobin, je pense à Anne Dufourmentel, je pense à tous ces auteurs-là et ces autrices-là
qui me portent dans le quotidien. Et moi, je pense que si on veut vraiment faire cette démarche d'accompagnement de ces équipes, d'accompagnement de l'entreprise, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter au bouquin de management et que la philosophie nous nourrit énormément.